Tout ça n'était pas prévu. C'est exact, tout ça n'était pas prévu parce que je suis venue ici pour te voir et passer des vacances. Et en déjeunant, je t'ai parlé de cette école, de cette femme, et ça t'a fasciné. Ouais. C'est de là que c'est venu l'idée de faire tout ça. Oui, alors on était en train de déjeuner dans ce restaurant. Et puis tu m'as parlé de cette dame et puis de cette école à Khouribga. Moi, ça m'a touché vraiment et ça m'a surpris. J'ai trouvé vraiment ce que cette dame a fait, et puis on va en parler, absolument fascinant. Et ça confirme ce que nous faisons et ce que nous cherchons à faire chez Conscious Factory, c'est-à-dire tout simplement montrer que des gens ordinaires font des choses extraordinaires. Et puis on va en parler du coup, sans tarder, on va rentrer dans le sujet. Alors parlons-nous de cette école. En fait, l'histoire de cette école, c'est une école, et moi je trouve que c'est une école exceptionnelle et d'une femme hors du commun. Alors comment s'appelle cette... c'est Naïma Mouhtadi, Madame Naïma Mouhtadi. Okay. C'est une femme, c'est une mère au foyer qui a détruit sa maison pour en faire une école. Alors ça c'est absolument fascinant. Fascinant. En fait, elle habite dans une maison oui. Qu'elle a héritée de son mari, puis de l'histoire, on va parler de tout ça, mais elle a complètement décidé de tout démolir pour reconstruire une école, pour enseigner. Alors quel niveau de... C'est une école qui enseigne quel niveau? C'est une école où il y a le préscolaire et le primaire maintenant. D'accord. Le préscolaire et le primaire. D'accord, donc de 3 à 12 ans? À 12 ans. C'est ça? 3 à 12 ans, oui. Alors, parlons-nous de cette dame, donc Naïma Mouhtadi. Donc, quelle est sa situation? Alors, elle est veuve d'après ce que tu m'as raconté. Oui, Naïma Mouhtadi maintenant est veuve. Depuis combien de temps? Je crois 4-5 ans maintenant. D'accord. Qu'elle est veuve, mère de 4 enfants. Les 3 premiers ont plus de 25 ans et le dernier, Ahmed, a 17 ans. Et cette femme, je trouve qu'il a beaucoup, il a beaucoup souffert pour faire pour mettre sur pied ce projet d'école. D'accord. Elle a quand même réussi. Elle a quand même réussi donc, à le faire. Donc, ce qui est étonnant, encore une fois, donc encore un élément supplémentaire, c'est qu'elle a aucune, on va dire, éducation formelle, aucune formation, oui. On va dire formelle au sens éducation nationale. Elle n'a pas de diplôme. Elle a arrêté. Quand est-ce qu'elle a arrêté les études? Oui, elle est arrivée au lycée. Elle a été jusqu'au lycée, oui. Elle n'a même pas eu son bac, oui. Peut-être première, seconde, ou cinquième, sixième, selon les systèmes des pays. C'est lycée jusqu'au lycée. Mais c'est une femme qui a beaucoup elle est ambitieuse. Elle est ambitieuse et elle a beaucoup de volonté. Et je ne sais pas moi les raisons personnelles de ce qu'elle fait, mais ce que je sais, c'est que c'est une femme. Quand même, elle a réussi à mettre sur pied son grand projet d'école. D'accord. D'accord. Alors ça, c'est encore une chose, parce que tu parles de force de la volonté, oui. ou de force de volonté. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle j'aimerais bien revenir pour mettre à la lumière du jour comment, par la force de son intention, par sa détermination, par son caractère, arrive à attirer tout un ensemble de monde, tout un ensemble de personnes autour d'elle pour réaliser ces choses-là. Donc raconte-nous du coup comment elle a pu déjà, parce que tu dis son mari est décédé il y a 4-5 ans, c'est une femme au foyer, donc elle n'a pas d'autre revenu que la retraite de son mari, versée par l'Office chérifien des phosphates, donc l'OCP, la société minière. Comment est-ce qu'elle a pu financer la démolition et la construction d'une école? Il a déjà commencé à travailler dans la maison, dans sa vieille maison. Il a fait la maternelle et le préscolaire. Et je crois qu'il a fait un petit budget avec lequel il a démoli la maison et il a construit une grande école. D'accord. Comment est-ce qu'elle a financé toute cette affaire? D'où est-ce qu'elle a eu l'argent? De ce qu'il a fait d'abord comme travail au début, la maternelle et le préscolaire.
En plus cette femme fait des sortes d'associations. Et ce sont des groupes qui versent des sommes chaque mois et ils font un tirage au sort que chacun prend la somme rassemblée. D'accord. Et il a fait ça avec plusieurs groupes. D'accord. Il a fait ça avec plusieurs groupes. C'est une femme qui n'a pas eu recours aux banques et au crédit. Et au crédit avec donc les il n'y a pas de taux d'intérêt dans ce système-là. Non, il a travaillé d'une autre façon. D'accord. Alors je vais essayer d'expliquer un petit peu ça, peut-être aux téléspectateurs qui ne connaissent pas ce modèle. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ça parce que c'est vieux comme le temps, ce truc au Maroc et puis peut-être dans d'autres pays. Donc les gens se réunissent tout simplement, des amis, des proches. Chacun met une somme, une épargne en fait tous les mois. Il y a un tirage au sort qui se fait, puis à tour de rôle, il y a une personne qui va prendre en fait ce qui est disponible dans la caisse à un moment donné. Oui, c'est exact. D'accord. Et donc tu dis qu'elle a fait ça avec plusieurs associations et à chaque fois elle a des rentrées d'argent. Et tu parlais de cet entrepreneur qui l'a aidé à construire. L'entrepreneur qui a construit l'école, ce qui lui a permis, c'est de payer les magasins qui ont fourni le matériel par des versements mensuels. D'accord. Donc elle a saucissonné comme ça les versements. Oui, c'est l'aide que cet entrepreneur lui a fait. C'est de lui permettre de payer le matériel, tout ce qui avec lequel il a travaillé, il a construit l'école, il l'a payé en tranches. En tranches, d'accord. Donc pour déjà rien que là, déjà, moi je suis absolument fasciné parce qu'il y a plusieurs choses. C'est tellement riche en enseignement. Donc une femme ordinaire, femme au foyer, veuf, avec 4 enfants. Ils ont quel âge les enfants? 3 plus de 25 ans et un garçon de 17 ans. D'accord, donc il faut quand même s'en occuper. C'est des dépenses. Elle a une retraite. Son mari faisait quoi? Son mari était un agent au CP. D'accord. Et un agent du groupe chérifien des phosphates. D'accord, donc agent au CP, donc ça veut dire agent de maîtrise? C'était un agent de maîtrise, oui. D'accord. Très intéressant. Donc là, une volonté. Elle dit je veux construire une école. Elle prend sa maison, elle détruit sa maison, et commence à enseigner dans la maison en l'état. Ensuite, elle démolit et reconstruit. Elle travaille d'une part avec des associations pour mettre de l'argent de côté sans avoir recours au crédit et au taux d'intérêt. Donc du coup, et elle s'organise avec les magasins et l'entrepreneur pour saucissonner les paiements et les échelonner dans le temps pour pouvoir gérer la dimension trésorerie. C'est exact, c'est ce qu'elle a fait. D'accord. Alors moi je suis complètement fasciné parce que je suis entrepreneur, ingénieur des mines et j'imagine le travail qui est derrière, c'est énorme. Moi si j'ai à faire ça avec une équipe, je pense que c'est un gros projet. C'est pas facile à faire. Quand on voit que c'est une dame qui a aucune formation, elle a quel âge? Il a 58 ans. 58 ans. Oui. Il est né en 1960. D'accord. Alors on va montrer les photos de cette école parce que quand on raconte ça, on a l'impression que c'est de la bidouille. Mais alors tu m'as mis en relation avec la secrétaire de l'école. Alors Jihan. Oui, sa fille. C'est sa fille. Donc elle a une formation, sa fille. Elle est étudiante à la faculté, Jihan. Et en encore. Même temps, il travaille avec sa maman. Elle continue de faire ses études? Oui, elle est toujours. Elle fait quoi comme étude, Jihan? Tu sais pas? Je ne sais pas. D'accord. Donc tu m'as mis en relation avec ces gens-là. Oui. Donc moi ça m'a tellement fasciné et puis c'est tellement dans la vision de ce que nous faisons chez Conscious Factory qu'on a décidé de leur donner un coup de main, de les aider à 3 niveaux, d'accord? Et donc les aider au niveau moral pour les soutenir et vraiment dire que ce qu'ils ont fait c'est magnifique parce que je pense qu'on peut apprendre de ça et beaucoup de gens peuvent apprendre de ça. 2, on va soutenir sur la dimension qui est notre travail, donc à développer le programme pédagogique, à les aider dans l'organisation
et à travailler de façon plus performante pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et on va les aider aussi financièrement, on en reparlera après. Donc, je voudrais revenir sur déjà toi, parce que c'est quand même un entretien qui n'est pas commun pour moi. C'est un peu difficile de faire cet entretien avec toi, parce que je suis tout simplement ton fils. Oui. Donc, moi, je connais un certain nombre de choses, mais pour les gens qui nous regardent, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Qu'est-ce que tu as comme expérience? Je suis retraitée, enseignante retraitée. J'ai travaillé à l'Institut de promotion socio-éducative, qu'on appelle sous le nom de l'IPSE. L'IPSE, j'ai fait mes études dans cette école oui, primaire. Ça tu connais. L'IPSE, qui est une filiale du groupe chérifien des phosphates. J'ai passé 29 ans à travailler dans cet établissement et j'ai une modeste expérience que j'ai mis à la disposition de cette femme. D'accord. Alors on va revenir sur ça un petit peu parce que en quelle année tu as commencé à travailler en quelle année? En 1979. C'est ça, jusqu'à 2008. 2008, donc ça fait à peu près 30 ans, oui. 29 ans, 30 ans d'expérience. Et après la retraite, tu n'as pas arrêté? Tu as continué? Oui, je n'ai pas arrêté parce que l'IPSE me fait toujours appel je remplace les maîtresses en congé de maternité. D'accord. Et donc après, donc tu as fait ça pendant un certain temps? Oui, un certain temps, oui. Et après, tu as commencé à travailler avec elle? Oui, j'ai commencé à travailler avec Naïma Mouhtadi dans son école Lina comme bénévole. Je suis sa conseillère pédagogique. En même temps, je fais des formations aux enseignants qu'elle engage. D'accord. Et donc, d'où cette recherche que vous êtes en train de faire sur le programme pédagogique. Oui. Parce que ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'elle vraiment se pose les bonnes questions et elle cherche à amener, à mettre à la disposition des enfants un programme pédagogique cohérent. Oui. Et d'où cette recherche dont on va parler, et donc de ce pont qu'on est en train d'établir entre les neurosciences et les sciences cognitives. Cette exploration qu'on a faite ensemble sur les pédagogies alternatives, dont un exemple c'est la méthode ou l'approche Marie Montessori par exemple, mais il y en a tant d'autres. Mais en fait, il y a une base dans les neurosciences sur comment est-ce que l'enfant se construit neurologiquement, et donc on va aborder ce sujet un peu plus tard sur comment est-ce qu'on construit un programme pédagogique qui est compatible avec le développement biologique, physiologique, naturel de l'enfant. Est-ce que Donc au total, finalement, tu as une quarantaine d'années d'expérience, donc oui. de 1979 jusqu'à aujourd'hui, avec retraite en 2008, c'est ça, 2008. Et tu as quel âge? 2018, oui. J'ai 61 ans. 61 ans. D'accord. Okay. Tu voulais, je t'ai interrompu, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire qu'avec la directrice de cette école, on cherche à faire une école de confiance. La confiance de la société en son école et la confiance de l'école à l'égard des parents et la confiance des professeurs à l'égard des élèves. Et le plus important, c'est la confiance de l'enfant en lui-même, en sa réussite. Parce qu'il y a une crise de confiance entre ces trois parties, parents, élèves et établissements scolaires. Et pour ça, on a opté pour les sciences, pour les neurosciences. Parce qu'après plusieurs recherches ensemble, nous sommes arrivés à comprendre que les spécialistes du développement cognitif nous expliquent ce que ces sciences-là, ces neurosciences, que ces neurosciences donnent un nouveau, comment dire ça, de nouveaux repères pour l'éducation des petits.
il faut savoir que c'est très important de connaître que les étapes, le développement, les étapes du développement intellectuel se font, toutes ces étapes se font entre 0 et 6 ans. C'est pendant ce stade que l'enfant développe sa motricité, son attention, son attention, sa mémoire, son langage, et de là, tout ça, jusqu'à ce qu'il soit prêt à affronter les futurs enjeux de l'école. D'accord. Alors, je voudrais revenir déjà sur une chose. Donc, tu dis il y a une perte de confiance dans le système éducatif, et puis une perte de confiance entre les trois parties que tu as citées, les enseignants, la société, les parents. Et vous dites une chose intéressante, si ces parties ne développent pas ou n'évoluent pas ou ne travaillent pas dans un environnement de confiance, comment est-ce qu'on peut espérer que les enfants aient confiance en eux-mêmes? Oui. Et ça, c'est très fort ce que tu dis. Et vous avez une vision très simple. Ce que nous, dans le milieu un peu de performance industrielle, on appelle la vision, qu'il faut avoir une vision. Et vous avez cette vision très simple, c'est l'école de la confiance, tout simplement. Oui. Et ça guide un petit peu toutes vos actions, et ça vous oriente et ça vous fait poser les bonnes questions. Je ne peux qu'être admiratif de ce que vous êtes en train de faire. Bien, merci. J'ai cru avoir fait tellement d'études, que ce soit d'ingénierie, etc., ou de management, ou d'organisation, ou de leadership. Bon, on ne parle plus trop de management maintenant, c'est un autre sujet, mais revenons vraiment à cette école, à votre approche. Oui, notre approche, c'est que les parents et les éducateurs se rendent compte de cette période de 0 à 6 ans, parce que c'est le moment où les acquisitions se font inconsciemment, sans effort. Inconsciemment, sans effort. D'accord. Donc, juste pour revenir sur une chose, parce que tu m'expliquais ça, tu disais de 0 à 6 ans, l'enfant nous demande de l'aider. Oui. De l'aider à faire. Aide-moi à faire. Aide-moi à faire. Tout seul. Tout seul. C'est ça que tu me disais l'autre fois. Aide-moi à faire tout seul. Tout seul, oui. Et de 6 à 12 ans. Oui, aide-moi à penser tout seul. À penser par moi-même. Oui, penser par moi-même, tout seul. D'accord. Et donc, c'est vrai que dans les recherches que nous faisons, on s'aperçoit qu'il y a besoin de rien faire. L'enfant, quand il arrive, et tu m'expliquais ça hier, l'enfant, quand il arrive, il est déjà quelqu'un. Il a déjà un potentiel, il est déjà quelqu'un. Notre rôle, c'est de le développer, de se mettre à sa disposition et l'aider à devenir ce qu'il est déjà, la meilleure version de lui-même. Oui. Et donc libérer son potentiel. Oui. Et donc ils arrivent, tu m'expliquais ça au niveau de neurosciences, les enfants sont fondamentalement, biologiquement, physiologiquement câblés pour deux choses. Et tu m'expliquais, une chose, c'est de aimer et apprendre. Et apprendre. Et ils sont câblés pour ça. Ils sont déjà prêts à faire ça. Il n'y a pas de mauvais enfants, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. Tous les enfants sont pareils. D'accord. Et donc, parlons de cette période de... Vas-y, je t'en prie. Oui, de 0 à 6 ans, c'est la période de l'esprit absorbant. D'accord. L'enfant apprend sans effort, inconsciemment. Il est prêt, l'enfant est prêt, il a une capacité de prendre tout ce que l'environnement lui offre, de positif comme de négatif. D'accord. Là, ça c'est une période très il faut faire très attention à cette période. Il y a une expression, on dit les enfants c'est des éponges. Oui, ce sont des éponges. Le subconscient, tu dis, il est complètement ouvert. J'expliquerai ça un peu plus dans le détail, on va aller un peu dans la technique. Et on va voir aussi l'impact que ça a quand on est adulte. Mais de 0 à 6, le subconscient est complètement ouvert et tout ce qu'on met dedans va là-dedans. Va être absorbé. Et ça va se manifester après
Oui. Après à l'âge adulte. Par un certain nombre d'actions, de comportements. Oui. Et ces actions, c'est ces actions, ces comportements que l'enfant va faire qui vont apporter le résultat qu'il aura dans sa vie. Qu'il aura dans sa vie. Je crois que c'est de ce stade, de son âge que se détermine sa personnalité adulte. Alors il y a une expression qui me vient à l'esprit qui dit montre-moi l'enfant à 6 ans, certains disent à 7 ans aussi, et je te montrerai l'homme. Show me the boy, the 7 years old boy, and I'll show you the man. Et ça, c'est vraiment, c'est fou qu'on se recoupe, toi et moi, dans le travail que je fais avec Conscious Factory, dans le travail que tu fais dans l'enseignement. Moi, côté adulte, et progressivement, je suis en train de remonter à la cause racine, en fait, de ces choses qu'on voit dans le développement de l'humanité, dans l'état de conscience aujourd'hui de l'humanité. Alors, parle-moi maintenant de cette phase de 6 à 12. 0 à 6, on a compris. Oui. Et donc, tu disais une chose, que les langues s'absorbent pendant cette période de 0 à 6. Oui. Et donc, il faut exposer les enfants aux langues étrangères de 0 à cet âge. Oui. Alors, je vais te lire une chose, parce que je suis tombé sur cette dame. Alors, Céline Alvarez, donc j'ai essayé de montrer à la caméra, Céline Alvarez, qui a écrit un livre qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Une autre éducation est possible à l'école et pour les parents. Et donc je vais lire un peu le résumé, parce que c'est vraiment fascinant. Je ne vais pas pouvoir parler de beaucoup de choses là dans le temps restreint qui nous est imparti, mais elle dit que l'enfant naît câblé pour apprendre et pour aimer. Chaque jour, les neurosciences nous révèlent son incroyable potentiel. Pourtant, par manque d'information, c'est ce qu'on essaie de faire, un peu faire circuler l'information, nous lui imposons un système éducatif inadapté qui freine son apprentissage et n'encourage pas sa bienveillance innée. Plus de 40% de nos enfants sortent du primaire avec des lacunes qui les empêcheront de poursuivre une scolarité normale et ultérieurement d'avoir une vie épanouie et de contribuer à l'avenir de l'humanité. Céline Alvarez a mené une expérience dans une maternelle en zone d'éducation prioritaire, épelant violence à Gennevilliers. Elle a respecté les lois naturelles de l'enfant et les résultats ont été exceptionnels. À la fin de la 2e année, tous les enfants de grande section et 90% de moyenne section étaient lecteurs et affichaient d'excellentes compétences en arithmétique. Oui. Ils avaient par ailleurs développé de grandes qualités morales et sociales. C'est vraiment fascinant. Céline, c'est super ce que tu fais. Et c'est super d'avoir mené une expérience et d'avoir mesuré. C'est un point sur lequel on reviendra, sur la mesure, sur le système de notation aussi. Mais parlons-nous de la phase maintenant je pense que les gens qui nous regardent ont envie de savoir la suite. Parlons-nous maintenant des caractéristiques de la phase de 6 à 12 ans. Eh bien, de 6 à 12 ans, c'est la période où on dit « laisse-moi penser ». L'enfant, là, commence à avoir l'esprit comprenant. L'esprit comprenant. Comprenant, il veut comprendre. Il veut comprendre et en même temps, il demande un peu de liberté et de confiance. Et il commence à chercher l'information. L'information, il penche vers le travail en groupe. Il peut à cette période d'âge aller chercher les informations dans les bibliothèques, les musées, chez les spécialistes, les vidéos, l'Internet, et en faire et présenter oralement et à l'écrit ce qu'il a fait, toutes les choses qu'il a trouvées. D'accord. Ça, il faut, à ce stade, il faut l'aider à apprendre. Il faut l'aider à chercher, parce que lui, tu le lances et il va faire tout seul. D'accord. À penser par soi-même. Et
Et donc tu dis il faut que l'environnement soit bien organisé pour cela. Oui, c'est là vient le rôle de l'école et de l'enseignant. L'enseignant doit accompagner ses enfants, leur montrer la façon de chercher, parce qu'il faut qu'il ait quand même, les enfants, il faut qu'il ait une petite formation de savoir comment chercher dans une bibliothèque, leur dire où trouver les choses. Oui, comment prendre des notes, comment il faut les guider. Alors là, il y a un rôle très important de l'enseignant, parce qu'il va accompagner chaque enfant à son rythme. Et donc tu dis il faut mettre à leur disposition les livres, les encyclopédies, les bouquins, et que ce soit dans leur environnement où ils apprennent. Ça, c'est vrai. Dans l'établissement où ils apprennent et leur ont des surfaces adaptées pour Alors ça. je connecte avec ça parce que moi quand j'étais petit à la maison, tu sais, on avait un certain nombre d'encyclopédies sur la santé, sur la médecine, sur l'histoire, sur tout un tas de choses. Et c'est vrai, je me souviens, j'allais regarder, et puis j'aimais voir les photos, j'aimais tout ce qui est visuel. Et je découvrais en fait le monde, je découvrais les pays, le globe, etc. Et heureusement, parce que une grande partie d'une certaine culture générale que j'ai aujourd'hui provient de tout ce que j'ai absorbé en fait pendant cette partie, pendant cette phase de ma vie. Et tu parlais d'une chose que je voudrais que tu parles de ça. Dans la phase 6 à 12, il y a aussi cette phase charnière à 9 ans. Oui. Parle-nous de ça. On peut dire que de 6 à 12 ans, c'est une continuité normale. D'accord. Sauf que... Aide-moi à penser par moi-même. Par moi-même. 6 à 12. Okay. Sauf que de 6 à 9 ans, les enfants sont un peu plus lents dans la compréhension. D'accord. Il faut que les enseignants sachent ça, parce qu'il ne faut pas juger l'enfant à cette étape de sa vie. En fait, il ne faut jamais le juger. En fait. Il ne faut jamais le juger, d'ailleurs. D'accord. Il faut se mettre à son service et le développer, lui permettre de se développer. D'accord. Oui, mais de 6 à 12 ans, de 9 à 12 ans, l'enfant commence à voir, il atteint un niveau d'abstraction très rapidement. C'est ça la différence. Il y a une toute petite différence dans cette période d'âge. Alors certainement parce que au début tu disais de 0 à 6, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place, il y a plein de développement qui se fait, que ce soit physiologique, dans le corps, dans le cerveau, etc. Et il y a encore certaines choses qui sont encore en train de se faire. Ce développement interne du système n'est pas encore arrivé à un certain niveau, et donc ils sont lents entre 6 et 9. Ça commence à accélérer après 9 et commence à atteindre le niveau de compréhension abstraite. Ils commencent à comprendre l'abstraction. De 9 à 12 ans. Modéliser en fait des choses. D'accord. Vous observez la réalité et créer un modèle de la réalité pour comprendre le monde qui nous entoure. Oui. Ça, c'est absolument fascinant. Alors, je voudrais qu'on revienne sur deux sujets parce que il y a cette histoire à Khoureibga. Oui. Il y a deux histoires qu'on va raconter aujourd'hui. Donc, parle-nous de l'histoire de l'IPSE. Eh bien, l'IPSE, qui est filiale du groupe chérifien des phosphates, au fait... C'est une école privée alors? Oui, c'est une école... Filiale du groupe privée, oui. Ouais. Au fait, cette école a une histoire. Comment cette histoire est faite à la ville de Khoureibga. Son histoire fait partie, si on peut dire, de l'histoire du Maroc. Parce que cette école a été faite par les Français. D'accord. Pendant qu'ils occupaient le Maroc. D'accord. Et donc, alors, on va faire un documentaire sur ça. Parce que j'ai fait des recherches. Et donc, il y a un peu plusieurs versions de l'histoire. Mais une équipe de chercheurs, récemment, a revisité cette histoire et ont mis la lumière sur certaines parties de cette histoire, en racontant un peu la découverte du minerai, des phosphates. D'ailleurs, leur étude a été motivée par le fait que le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans les dérivés du phosphate qui sont tout simplement des engrais. Et en fait, c'est ce qui permet de nourrir le monde. Et donc, ils parlaient de ça. Et ils ont approfondi un peu cette histoire. Alors, sans tarder,
on va raconter l'histoire de la mine et ensuite on reviendra pour parler de l'école parce que je pense que ça permet de placer un peu l'école dans le contexte historique. L'histoire du phosphate minéral et de l'industrie minière à Khouribga. Alors, revenons maintenant sur l'IPSE. Donc l'IPSE, en fait, a vu le jour parce qu'il fallait former les petits des Français. Des Français. Et donc, est-ce qu'il y avait des Marocains aussi qui étudiaient à l'école pendant cette période? Non, je n'ai pas de... Je ne sais pas s'il y avait des Marocains pendant l'occupation. D'accord. Et donc ensuite, cette école du coup passe progressivement entre les mains des Marocains. Vers quelle période c'est arrivé? Je crois que c'est après l'occupation, après l'indépendance. D'accord. Après l'indépendance du Maroc. D'accord. Et certains Français sont restés à l'école. Oui, il y a des Français qui sont restés. Il y a eu des échanges. Il y a des familles françaises qui sont restées dans la ville de Khouribga à l'époque. D'accord. Oui. Et toi, tu as commencé en 1979? Oui, j'ai commencé en 1979 et j'ai trouvé quelques Français qui toujours des enfants, des Français qui étaient dans nos classes. D'accord. Oui. Et donc, parle-nous de l'école. Tu voulais parler de certaines choses, de choses que tu as apprises dans cette école. Je crois que j'avais de la chance de travailler à l'IPSE. Et j'avais la chance de travailler avec des gens remarquables, enseignants comme agents d'administration. Et ce qui était très 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 bien dans cette école, c'est les formations continues qu'on avait durant notre parcours d'enseignants. C'est que l'OCP a beaucoup fait dans ce sens. Il nous a permis, nous a offert le cadre d'apprendre. Et là, beaucoup, je peux dire que le groupe chérifien des phosphates a beaucoup investi dans ce sens. D'accord. Et ça a donné de très bons résultats. D'accord. Parce que ça a permis il a pris en charge les petits de ses employés. Et là, on a fait vraiment des enfants remarquables. Les enfants qui sont passés par là sont maintenant des gens qui ont réussi dans le monde entier. Ils occupent des postes très intéressants à travers le monde. Alors il y a des médecins brillants, il y a des polytechniciens, il y a de tout en fait, il y a des artistes, il y a de tout et partout dans le monde en fait. Ils ont tendance à voyager partout dans le monde. Et durant ces formations continues, je rends hommage à un monsieur qui a beaucoup fait, un grand monsieur qui a beaucoup fait pour l'établissement. C'est monsieur Baha El-Hossein, je ne sais pas s'il nous entend ou bien qu'il nous voit. C'était un monsieur qui a beaucoup fait pour l'établissement dans ce sens de formation. Mais ce qui a marqué mon parcours en tant qu'institutrice, c'est qu'un jour, il nous a remis le livre des saintes habitudes de Stephen Cohen. Et on a refait ça, et cette habitude de Stephen Covey. Covey. Ouais. Oui. Donc tu voulais rendre hommage à quelqu'un. Oui, je rends hommage je rends hommage à monsieur Baha El-Hossein qui a beaucoup fait pour l'établissement et pour notre formation. Et ce qui nous a marqué durant le travail avec lui, c'est qu'un jour, il nous a remis un livre, les 7 habitudes de Stephen Covey. Oui, c'est ça. D'accord. Stephen Covey. Ouais. Et on a été fascinés par ce livre. Je me rappelle très bien que j'étais pas la seule parce qu'il y avait aussi d'autres enseignants qui ont lu ce livre, je crois plusieurs fois, comme M. Mahfoud Tahmi, M. Moutir Abdelilahi et aussi Madame Randi Siham et moi-même. D'accord. Alors je me rappelle, j'en ai eu quelques-uns de ces profs-là et je me souviens très bien de ces profs-là. Ils ont aussi marqué ma vie. Et donc d'ici, je vous fais un coucou, je vous fais un salut et je vous dis merci pour tout ce que j'ai appris avec vous.
Et pour Monsieur le Bahas, je pense qu'il certainement, il ne se rend même pas compte de l'impact qu'il a eu. Oui, Monsieur le Bahas, je ne crois pas qu'il a fait... Il ne sait pas ce qu'il a fait, parce que ce livre-là qu'il m'a remis à moi personnellement, je l'ai remis à mes enfants qui suivaient. Je confirme. Oui, je suivais leurs études supérieures à l'époque. Et ces enfants-là, ils ont terminé leurs études, ils travaillaient, ils avaient des enfants. Donc, je crois ça a un effet sur des générations, ce qu'il a fait, ce monsieur-là. Alors, tout le monde ne l'a pas lu, ce bouquin. Il en a parlé, mais il y en a peut-être 3, tu m'as dit, qui ont vraiment se sont vraiment emparés de tout le corps. De tous ces profs. 3 ont vraiment été jusqu'au bout de la compréhension. Et ben, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais en parler. D'accord? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au travers du consulting et du coaching que je fais avec les entreprises, j'enseigne ça, les 7 habitudes de Stephen Covey. Et puis depuis, je ne me souviens plus de la date de sortie de ce livre, je pense que ça a dû être dans les années 80, si ma mémoire est bonne, je pense que je dis des bêtises, mais je vérifierai. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts, et il y a la révolution des neurosciences que nous sommes en train de vivre, l'élévation de la conscience que nous sommes en train de sentir autour de nous. Il y a un basculement qui est en train de s'opérer, j'en suis absolument certain, je le vois tous les jours au travers des échanges et des choses que je fais, des choses que nous faisons chez Conscious Factory. Depuis, il y a eu beaucoup de choses. Alors, il a fait la 8e habitude, on va en parler aussi, donc on va enseigner ça, on va le diffuser gratuitement, parce que faut pas que vous ratiez ça, faut vraiment que vous ayez ça, faut que vous transmettiez ça, parce que c'est vraiment puissant. Et puis on ira plus loin, parce qu'aujourd'hui il y a la compréhension de pourquoi ces habitudes, pourquoi ces approches fonctionnent et améliorent nos résultats dans la vie, que ce soit au niveau financier tout simplement, à être successful ou être dans la réussite dans le business, dans les affaires, que ce soit dans les relations en couple ou les relations sociales, que ce soit notre santé, ou que ce soit le sens qu'on se fait de la vie et de comment est-ce qu'on s'oriente et comment est-ce qu'on avance dans la vie et au sens qu'on donne à nos actions. Est-ce que tu voulais dire d'autres choses par rapport à ça? Ce que je voulais dire, c'est qu'on a adopté cette méthode-là et ces sciences, ces neurosciences dans l'établissement Lina de Khribga, et on est en train de travailler avec pour avoir des enfants qui épanouis, des enfants réussis, des enfants heureux, parce que ce que je veux en tant que simple institutrice, c'est de voir l'enfant bien dans sa peau. Je veux un enfant éveillé, joyeux, heureux, et qui apprend dans la joie. Et un enfant qui voit qu'on respecte son développement mental et physique en même temps. D'accord. Alors, je vais juste passer un message parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Et dans ce qu'on va faire par la suite et les prochains épisodes de ce qu'on va montrer aussi, je pense que vous n'avez pas envie de rater ça. Je pense vous n'avez pas envie de passer à côté de ça. Il faut que vous sachiez ça. Et donc je vous le dis pour pas que vous ratiez des informations, pour pas que vous passiez à côté de choses vraiment intéressantes qui prend en fait naissance même dans l'histoire de notre pays et de notre patrie. Inscrivez-vous, cliquez sur le bouton là et inscrivez-vous pour pas rater la suite. Alors revenons sur le sujet d'épanouissement, et on va parler de la mesure, parce que tu disais que faut pas mettre des notes. Oui, il ne faut pas juger l'enfant par des notes. Il faut voir, il faut l'observer en tant que personne, en tant qu'être humain, comment il évolue, comment ça marche. Et on travaille dans notre établissement Lina de Khribga, on travaille et on mesure ce qu'on fait. Est-ce que ça va, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas?
c'est un travail je crois que c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie de la part de la directrice et de tout le corps enseignant, de suivre de très près ce qui se passe dans la personne de l'enfant. D'accord. Donc tu dis, il ne faut pas mettre de notes, il ne faut pas noter l'enfant, mais tu dis, il faut mesurer quand même. Il faut mesurer l'observable, c'est-à-dire les comportements, les actions, mais tu vas plus loin. Tu dis que ce n'est pas une mesure, ces mesures-là, ce n'est pas des mesures de l'enfant, c'est les mesures du corps enseignant, de l'environnement, et c'est la mesure de ceux qui sont au service impliqués de leurs implications. De leur implication. Donc c'est ça la vraie mesure. Donc c'est une mesure du service rendu et de l'effort mis pour développer le potentiel des enfants. Oui, on ne mesure pas l'enfant, on ne le juge pas, on n'évalue pas ses connaissances, on évalue, on évalue notre travail à nous. Alors, parce que c'est nous qui avons fait ce que son enfant devient. Absolument, c'est tellement trivial, tu le dis de façon très simple et très triviale, je ne peux qu'adhérer à ce que tu dis. Dans les usines, les organisations se réveillent progressivement et se rendent compte que s'attacher à la mesure du résultat, de la performance à la fin du jour, c'est-à-dire la productivité, le nombre de caisses produites ou de produits, les volumes, etc. Mais en fait, on commence à coacher, accompagner les entreprises pour comprendre que ça, c'est un résultat de quelque chose, de ce qu'on fait tous les jours, d'une culture dans l'entreprise, d'un certain nombre de comportements, et c'est ça qu'il faut travailler, et c'est ça qu'il faut mesurer, et ça, c'est la mesure de ceux qui sont à disposition, au service des gens, pour les aider à développer, à acquérir ces connaissances. D'ailleurs, on reboucle la boucle, parce que si on en est là aujourd'hui, qu'il y a une perte de confiance, c'est qu'on ne fait pas suffisamment le boulot d'aller chercher les connaissances, la science et l'amener au service de l'humain, la compréhension de ce système interne, ce qu'on appelle chez Conscious Factory l'ingénierie interne, de comprendre ça et de mettre à disposition les meilleurs outils pour épanouir les gens, pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Et tout ça, c'est à la fin du jour pour que l'humanité puisse s'épanouir et que tous ensemble on puisse créer une meilleure version du monde, une nouvelle réalité, une meilleure réalité qu'on aura choisie ensemble. C'est très intéressant. Oui. Je prends plaisir dans cet entretien avec toi. Oui, vraiment. Merci. Et je suis fier de t'avoir comme maman. Ah, d'accord, merci. Je te le dis. Moi de même, je suis fière de tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux rajouter d'autre? J'ai 2 points à dire. Vas-y. Je veux dire aux retraités comme moi, de ne pas s'arrêter de travailler. Il faut mettre notre modeste expérience avec les évolutions dans le domaine, pour pouvoir faire quelque chose dans notre société, pour nos enfants, dans notre pays. Je veux aussi dire qu'il faut pas critiquer, il faut travailler. Il faut travailler pour faire quelque chose. Il faut travailler pour participer au changement, à tout ce qui va devenir... Tout ce qui ne nous plaît pas. Oui, tout ce qui ne nous plaît pas. Tout ce qui ne nous plaît pas, il faut travailler à le changer, à le rendre mieux. Et tout ce qui devient mieux pour l'humanité, ça fait plaisir à des gens comme moi qui ne cherchent qu'à voir les bonnes choses dans son pays. Et donc, je dis un peu la même chose, et on œuvre pour la même chose chez Conscious Factory, et qu'on pense que quand il y a des choses qui ne nous plaisent pas, il ne faut pas perdre du temps, ni mettre la moindre énergie à lutter contre le système. Ce qu'il faut faire, c'est se lever et aller créer le nouveau modèle qui fera que l'ancien modèle deviendra obsolète. C'est un principe qui est très cher à mon cœur et que j'ai d'ailleurs entendu Stephen Covey en parler. Je mettrai peut-être une vidéo sur ça. Il appelle ça le Trim Tap. Et j'en parlerai un peu plus en détail. C'est que le changement arrive du bas vers le haut, arrive quand on se lève, quand on travaille, comme tu dis, on crée un nouveau modèle. Et naturellement, tous les gens qui sont autour
quand ils voient que ce modèle profite à eux, répond à leurs besoins, ils vont naturellement abandonner l'ancien modèle pour venir rejoindre le nouveau modèle. Et quand je regarde tous les enseignants spirituels, les prophètes, etc., c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont constitué un groupe, ils ont commencé à amener de la connaissance, ils ont créé un modèle, et naturellement, tout le monde passe de l'ancien modèle vers le nouveau modèle. Et j'ai mesuré avec mes équipes dans les organisations que, d'une part, c'est le meilleur changement qui soit, parce que je pense à quelqu'un qui m'a vraiment, avec qui j'ai appris beaucoup de choses, un directeur d'usine, quand j'étais responsable performance dans une usine au sud de la France, dans le Vaucluse. Un jour, il m'a dit tout simplement, c'est un Américain, un directeur d'usine comme on n'en fait plus, il a fait plusieurs usines, c'est vraiment quelqu'un qui vient du terrain, et il me dit, tu sais Ashraf, le meilleur changement, c'est quand on ne s'aperçoit même pas qu'il y a eu un changement. C'est un changement qui est doux, qui se fait... et j'ai mesuré avec mes équipes qu'il suffisait d'arriver à faire adhérer ou à attirer entre 16, 15, 20%, 15-20% de la population pour que tout le reste suive. En fait, il y a 80% à peu près de suiveurs. Donc il suffit d'avoir 15%, 20% de personnes qui rejoignent le nouveau modèle pour que l'ancien modèle collapse complètement. Oui. Et encore une fois, ça fait complètement sens pour moi, ce qui me permet d'affirmer encore une fois que des gens ordinaires, comme toi, oui, comme moi, comme cette dame exceptionnelle, Naïma Mohtadi, oui, qui arrive à faire des choses exceptionnelles. Oui, oui. Alors Naïma, de là où tu nous regardes, je suis vraiment content de faire cette interview pour toi. Et je suis content de contribuer à ça, de t'aider avec ce que j'ai pour faire en sorte que ta vision puisse se réaliser et pour que très bientôt, très prochainement, on puisse créer des écoles de la confiance partout dans le monde. Je crois qu'il me reste encore un deuxième point. Oui, tu avais 2 points. Oui, 2 points. Oui, le deuxième point, je parle trop des fois. Oui, oui, c'est ça. Mon deuxième point, c'est d'après ma modeste expérience de 40 ans, je dis aux parents, vous ne faites pas de vos enfants quelque chose. Vos enfants sont déjà quelqu'un. Notre rôle en tant que parents, c'est de faire jaillir le potentiel qui existe déjà en eux pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Je te remercie pour ces mots de sagesse. Merci beaucoup pour ça. Merci. Je pense que ça profitera à beaucoup de monde et que beaucoup de personnes, ça va résonner avec beaucoup de gens. Je pense à l'équipe qui est avec moi, qui m'inspire tous les jours. Je pense à Siegfried, je pense à Younes, qui travaille avec moi tous les jours à porter ce message et à imaginer un nouveau futur pour l'humanité. Merci pour cette interview. Merci à toi. Maman. Oui. Et puis je te dis à bientôt, je pense qu'on en fera d'autres. Alors, vu qu'on parle de connaissances, vu qu'on parle de partage, et dans la session à venir, je vais présenter quelques livres, oui, et je vais en parler. Et puis, inscrivez-vous, connectez-vous à nous. On a des choses à partager avec vous, on a des choses à apprendre de vous. Donc, je vous dis à bientôt, parce que c'est que le début, tout ça. Oui. Merci. Merci à toi.